Dans l'éclat froid des néons du terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, une injustice allait éclater à 30 000 pieds d'altitude, où les préjugés d'une hôtesse de l'air allaient bouleverser la vie d'une petite fille et déclencher une tempête de solidarité. Camille, une fillette noire de 10 ans, aux grands yeux ronds débordant de curiosité et d'appréhension, se tenait aux côtés de sa tante Élise dans l'effervescence du hall bondé. Ses petites mains serraient les bretelles de son sac à dos orné d'un motif de super-héros, un cadeau précieux de son père, un symbole de courage qu'elle portait comme une armure. C'était son premier vol seul, sans son père, pour rejoindre sa mère à Nice, une ville qu'elle imaginait baignée de soleil méditerranéen, promesse d'un moment de répit après des mois tumultueux. Ses parents, séparés récemment après un divorce douloureux, avaient organisé ce voyage pour qu'elle puisse renouer avec sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis trop longtemps. L'aéroport, avec ses annonces incessantes, ses voyageurs pressés et ses chariots à bagages zigzagant comme des jouets mécaniques, semblait à Camille un monde immense et intimidant. Elle observait les costumes impeccables des hommes d'affaires, les robes élégantes des femmes, et les familles tirant des valises rutilantes, leurs roues cliquetant sur le sol lustré. Elle tira doucement sur la manche de sa tante, sa voix à peine audible dans le brouhaha ambiant. « Tante Élise, tu crois qu'on aurait dû s'habiller plus chic ?» demanda-t-elle, ses yeux fixant ses baskets usées, marquées par les jeux dans la cour de récréation, et son t-shirt à l'effigie de Wonder Woman, légèrement délavé mais tellement aimé. Élise, une femme robuste aux boucles naturelles soigneusement attachées en un chignon haut, baissa les yeux vers sa nièce avec un sourire rassurant. « Ma chérie, il n'y a pas de code vestimentaire pour prendre l'avion, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme, posant une main réconfortante sur l'épaule frêle de Camille. « Ce qui compte, c'est qu'on soit à l'aise pour ce long voyage. » Pourtant, malgré les paroles apaisantes de sa tante, Camille ne pouvait chasser ce sentiment d'être différente, comme si les regards furtifs des autres passagers scrutaient leur apparence modeste, leurs vêtements simples contrastant avec l'élégance des autres voyageurs. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions pour elle. Les audiences au tribunal, les discussions tendues entre ses parents, les nuits où elle se demandait si la vie redeviendrait un jour comme avant. Ce voyage à Nice était censé être une pause, une chance de retrouver un peu de paix, mais une boule d'anxiété pesait lourd dans son ventre, comme un nuage sombre refusant de se dissiper. Élise, sentant l'inquiétude de sa nièce, s'agenouilla à sa hauteur, ses yeux bruns pétillants de chaleur et de détermination. « Camille, tout va bien se passer, » murmura-t-elle, sa voix enveloppante comme une étreinte. « Ta maman t'attend avec impatience, et on va faire un beau voyage ensemble. Tu vas voir, ce sera une aventure. » Camille hocha la tête, esquissant un sourire timide, mais son regard continuait de balayer la foule, cherchant un peu de réconfort dans ce chaos organisé. Les annonces nasillardes résonnaient dans le terminal, appelant les passagers à rejoindre leur porte d'embarquement, et Camille serra plus fort la main d'Élise alors qu'elles avançaient vers la porte 12B, où leur vol pour Nice était sur le point de commencer l'embarquement. Élise tendit leur billet à l'agent, un homme en uniforme bleu marine qui les scanna avec un sourire mécanique, presque absent. Camille, tenant toujours la main de sa tante, suivit le flot des voyageurs, ses pas hésitants sur le sol lustré du couloir menant à l'avion. À l'intérieur de la cabine, l'air sentait un mélange de climatisation fraîche et de tissu des sièges, un parfum étrange qui ajoutait à la sensation d'être dans un monde inconnu. Les murmures des passagers, le cliquetis des ceintures de sécurité et le ronronnement discret des moteurs formaient une symphonie nouvelle pour Camille, qui ne pouvait s'empêcher de jeter des regards curieux autour d'elle. Élise guida sa nièce vers leur siège, au milieu de l'avion, dans la rangée 15, et lui proposa avec un sourire complice. « Tu veux t'asseoir près du hublot ?» Les yeux de Camille s'illuminèrent comme des étoiles. « Vraiment? Je peux ?» demanda-t-elle, une lueur d'excitation perçant son anxiété. « Bien sûr, ma puce, » répondit Élise en riant doucement. « Tu auras une vue magnifique sur les nuages, comme une vraie super-héroïne. » Camille se glissa avec empressement dans le siège près du hublot, collant son visage contre la vitre froide pour observer les chariots à bagages qui s'agitaient sur le tarmac, comme des jouets miniatures dans un monde en mouvement.
Les pistes s'étendaient à perte de vue, serpentant comme des rubans gris sous le ciel pâle. Pour la première fois ce jour-là, un élan d'aventure s'empara d'elle. Elle s'imagina voler au-dessus des nuages, libre, invincible, comme Wonder Woman sur son t-shirt, prête à surmonter tout obstacle. Ses petits doigts traçaient des formes imaginaires sur la vitre, son esprit s'égarant dans des rêves d'altitude et de retrouvailles avec sa mère. Pendant qu'Élise rangeait leurs affaires sous les sièges, un sac contenant des livres, des encas soigneusement préparés et une petite couverture pour Camille, une femme âgée aux cheveux argentés et au visage bienveillant s'installa à côté d'eux sur le siège côté couloir. Elle portait une élégante écharpe en soie, nouée avec cette nonchalance chic typiquement parisienne, et un sourire chaleureux qui semblait inviter à la conversation. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce, ses yeux pétillants de gentillesse. « On dirait que nous serons voisines pour ce vol. Je m'appelle Madame Dubois. Et vous ?» Camille, un peu intimidée par l'élégance naturelle de la dame, hésita avant de répondre. « Je m'appelle Camille. C'est mon premier vol. » Madame Dubois sourit plus largement, ses rides formant des sillons pleins de bienveillance. « Oh, un premier vol, c'est toujours spécial. Tu vas adorer, Camille. Et toi, ma chère ?» demanda-t-elle en se tournant vers Élise, qui répondit avec une politesse chaleureuse. « Je suis Élise, la tante de Camille. Nous allons à Nice pour rendre visite à sa mère. » La conversation s'engagea naturellement. Madame Dubois racontant des anecdotes sur ses voyages à travers la Provence, ses descriptions des champs de lavande et des marchés colorés captivant Camille, qui se détendit peu à peu. À quelques rangées de là, un jeune passager, Lucas, un étudiant en journalisme d'une vingtaine d'années, observait la scène discrètement. Avec ses lunettes rondes et son sac à dos rempli de carnets et d'un appareil photo, il voyageait pour un stage à Nice, où il espérait couvrir les festivals culturels de la Côte d'Azur. Intrigué par l'enthousiasme de Camille et la bienveillance de Madame Dubois, il esquissa un sourire, mais son attention fut bientôt attirée par une silhouette qui s'approchait dans l'allée centrale. Claire, une hôtesse de l'air aux cheveux tirés en un chignon impeccable et au maquillage soigné, parcourait la cabine avec une démarche assurée, vérifiant les compartiments à bagages et les ceintures des passagers. Ses talons claquaient sur le sol de la cabine, et son regard perçant scrutait chaque rangée avec une autorité froide. Lorsqu'elle passa près de la rangée de Camille et Élise, ses yeux s'attardèrent sur elle. Elle nota le t-shirt de super-héros de Camille, les baskets usées et la veste élimée d'Élise, glissée sous le siège avec une nonchalance qui trahissait des années d'usure. Une moue discrète apparut sur son visage, à peine perceptible mais lourde de jugement. Claire, forte de ses années d'expérience dans l'industrie aérienne, avait développé des préjugés sur certains types de passagers. Dans son esprit, ceux qui portaient des vêtements simples, comme Camille et Élise, étaient souvent des voyageurs inexpérimentés, susceptibles de causer des problèmes. Probablement des billets à tarif réduit ou des passes pour employés, murmura-t-elle pour elle-même, ses lèvres pincées en une ligne sévère. Elle s'approcha de leur rangée et demanda d'un ton sec, dépourvu de la chaleur qu'on attendrait d'une hôtesse. « Tout va bien ici? Besoin de quelque chose ?» Élise leva les yeux, surprise par la froideur de la question. « Non, merci, nous sommes installés », répondit-elle calmement, avec un sourire courtois, espérant désamorcer la tension. Claire hocha la tête sans un mot, son regard glissant sur Camille, qui jouait distraitement avec la boucle de sa ceinture, ses yeux toujours tournés vers le hublot. Sans raison apparente, Claire décida de garder un œil sur elle, convaincue qu'elle pourrait perturber le vol. Son expérience lui avait appris à se méfier des passagers qui ne correspondaient pas à l'image policée des voyageurs habituels, et elle classa immédiatement Camille et Élise dans cette catégorie. À quelques sièges de là, Amina, une blogueuse voyage d'une trentaine d'années, observait la scène avec une attention discrète. Vêtue d'un foulard coloré et d'une robe fluide, elle voyageait pour documenter les charmes de Nice sur son blog « Voyage en couleur ». Ses yeux sombres, pleins de curiosité, notèrent de l'échange entre Claire et la rangée de Camille. Amina, qui avait elle-même été confrontée à des regards biaisés lors de ses nombreux voyages, sentit une pointe d'indignation monter en elle.
Elle échangea un regard avec Lucas, qui avait sorti son téléphone, prêt à capturer ce qui se passait, ses doigts déjà sur l'écran tactile. Alors que l'avion se préparait pour le décollage, les annonces en français et en anglais résonnaient dans la cabine, demandant aux passagers de boucler leur ceinture. Camille, absorbée par la vue du tarmac à travers le hublot, se rappela soudain qu'elle avait oublié son livre préféré, Les Aventures de Zora, dans son sac à dos, rangé dans le compartiment au-dessus de leur siège. C'était un roman qu'elle avait lu et relu, une histoire d'une jeune héroïne courageuse qui lui donnait l'impression qu'elle aussi pouvait être forte. Elle se tourna vers Élise, sa voix teintée d'urgence. « Tante Élise, j'ai oublié mon livre. Je peux le prendre maintenant ?» Élise hocha la tête, posant une main apaisante sur son bras. « Bien sûr, ma chérie, mais fais vite et sois prudente, d'accord? L'avion va bientôt décoller. » Camille déboucla sa ceinture avec précaution et se leva, se mettant sur la pointe des pieds pour atteindre son sac. Ses petits doigts frôlèrent à peine la poignée du compartiment quand un claquement de talons retentit dans l'allée, rapide et autoritaire. Claire, qui surveillait la cabine comme un faucon, fondit sur elle, son visage crispé par une irritation évidente. « Mademoiselle, asseyez-vous immédiatement !» lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame, résonnant dans la cabine silencieuse. Camille sursauta, ses grands yeux écarquillés de stupeur, son cœur battant à tout rompre. Elle bégaya, sa voix tremblante. « Je voulais juste prendre mon livre. » Mais Claire ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. « Vous causez une perturbation » aboya-t-elle, son ton attirant l'attention des passagers alentours, qui tournèrent de la tête, certains curieux, d'autres gênés par la scène. Élise, sentant l'injustice dans la voix de l'hôtesse, intervint calmement mais fermement. « Pardon, elle voulait juste prendre son livre. L'avion n'a pas encore décollé, elle ne dérange personne. » Claire, les bras croisés, lança un regard glacial à Élise, ses lèvres pincées. « Je ne veux pas d'excuses, elle doit rester assise et boucler sa ceinture, c'est la règle. » Son ton était dénué de la courtoisie attendue d'une hôtesse et son attitude trahissait un jugement hâtif. Madame Dubois, indignée par la sévérité inutile, tenta d'intervenir. « Voyons, ce n'est qu'une enfant, elle ne fait rien de mal. » Mais Claire la coupa net, d'une voix froide. « Madame, ne vous mêlez pas de ça, je vous prie. » Camille, rouge de honte, se rassit précipitamment, bouclant sa ceinture avec des mains tremblantes. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et elle baissa la tête, souhaitant disparaître sous les regards des autres passagers. Elle murmura à Élise, sa voix brisée. « Je suis désolée, tante Élise, je ne voulais pas causer de problème. » Élise posa une main réconfortante sur son épaule, murmurant « Ce n'est pas ta faute, Camille. Tu n'as rien fait de mal. » Mais la colère montait en elle, une indignation sourde face à l'attitude de Claire. Lucas, depuis son siège, avait assisté à toute la scène. Discrètement, il filmait l'échange, son téléphone capturant chaque mot, chaque geste. Il murmura à Amina, assise à côté de lui. « C'est inacceptable, ce qu'elle fait à cette petite. » Amina hocha la tête, ses yeux brillants d'indignation. « J'ai vu ça trop souvent, » chuchota-t-elle. « Les gens jugent sur l'apparence, et ça doit cesser. » La situation s'aggrava rapidement. Claire, après avoir murmuré quelque chose à un collègue via son talkie-walkie, revint avec une détermination froide, son visage fermé. « J'ai parlé au commandant » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine désormais silencieuse, où même les murmures des passagers s'étaient tus. « Vous et cet enfant devez quitter l'avion immédiatement. Ce comportement est inacceptable, et nous ne pouvons tolérer cela. » Élise, abasourdie par l'absurdité de l'accusation, se leva, contenant à peine sa frustration. « C'est une plaisanterie? Nous n'avons rien fait de mal. Vous nous traitez ainsi sans aucune raison valable. » protesta-t-elle, sa voix tremblant d'une colère maîtrisée. Mais Claire resta inflexible, ses yeux lançant des éclairs. Bientôt, 2 agents de sécurité en uniforme sombre entrèrent dans la cabine, leurs pas lourds résonnant dans le silence oppressant. Les passagers, choqués, échangèrent des regards. Certains murmuraient leur désapprobation,
tandis que d'autres observaient en silence, mal à l'aise. Madame Dubois secoua la tête, murmurant pour elle-même. « Ce n'est pas juste. Ils n'ont rien fait de mal. » Lucas, toujours en train de filmer, zooma sur le visage terrifié de Camille qui s'accrochait à la main d'Élise, des larmes coulant sur ses joues comme des perles de chagrin. Amina, indignée, nota mentalement de partager l'histoire sur son blog, déterminée à amplifier cette injustice. Les agents de sécurité s'approchèrent, l'un d'eux déclarant d'un ton poli mais ferme. « Mesdames, nous avons été informés que vous devez quitter l'avion. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Élise tenta de protester, sa voix vibrante d'indignation. « C'est de la discrimination. Nous n'avons rien fait de mal. » Mais les agents restèrent inflexibles, répétant leurs demandes avec une autorité calme mais inébranlable. Alors qu'Élise et Camille étaient escortées hors de l'avion sous les regards curieux et compatissants des autres passagers, l'atmosphère dans la cabine était lourde, presque étouffante. Camille, sanglotant doucement, s'accrochait à la main de sa tante, ses petits doigts serrant fort comme pour chercher un ancrage dans cette tempête d'émotions. Une fois dans la zone d'attente de l'aéroport, loin des regards accusateurs, Camille s'effondra dans les bras d'Élise, ses larmes trempant le tissu de sa veste. « Tante Élise, qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par la confusion et la honte. Élise, le cœur serré, s'agenouilla pour la regarder dans les yeux, ses propres yeux brillant d'une douleur contenue, mais aussi d'une détermination farouche. « Rien, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Parfois, les gens jugent sans raison, à cause de ce qu'ils voient à l'extérieur, nos vêtements, notre apparence. Mais ce n'est pas juste, et je te promets qu'on ne va pas laisser ça passer. Elle serra Camille contre elle, sentant la fragilité de son petit corps secoué par les sanglots. Puis, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Sophie, une amie avocate spécialisée dans les droits civiques, connue pour son engagement passionné contre les injustices. « Sophie, c'est Élise, » dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue mais résolue. « Il vient de se passer quelque chose de grave sur notre vol. On a besoin de ton aide, et vite. » Dans la cabine, alors que l'avion s'apprêtait à décoller sans Camille ni Élise, Lucas tourna son téléphone vers Amina, son visage marqué par l'indignation. « Je vais poster cette vidéo, » déclara-t-il, ses doigts déjà prêts à partager les images. « Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. » Amina acquiesça, ses mains tapant déjà un brouillon de publication sur son téléphone. « Je vais écrire un article sur mon blog, » répondit-elle. « Cette petite fille mérite justice, et je vais m'assurer que son histoire soit entendue. » À cet instant, une étincelle de solidarité s'alluma, prête à embraser les réseaux sociaux et à transformer une injustice personnelle en un mouvement bien plus grand. Camille, encore tremblante dans les bras de sa tante, ignorait que son histoire était sur le point de devenir un symbole, et qu'un combat pour la justice venait de commencer à 30 000 pieds d'altitude. Dans la lumière tamisée de la salle d'attente de l'aéroport Charles de Gaulle, Camille, encore secouée par les larmes et l'humiliation, était blottie contre sa tante Élise, tandis qu'une vague de solidarité s'apprêtait à déferler sur les réseaux sociaux, transformant leur injustice personnelle en un cri de ralliement pour des millions de personnes. Assise sur un siège en plastique inconfortable, Camille serrait son sac à dos contre sa poitrine, son t-shirt de Wonder Woman froissé par ses petites mains nerveuses. Ses grands yeux, encore humides, fixaient le sol, cherchant à comprendre pourquoi elle avait été chassée de l'avion comme une intruse. « Tante Élise, pourquoi elle était si méchante avec nous ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante d'une douleur qu'une enfant de 10 ans ne devrait jamais avoir à porter. Élise, le visage marqué par une colère contenue, mais aussi par une détermination farouche, caressa doucement les cheveux de sa nièce. « Ce n'était pas ta faute, ma chérie, » répondit-elle, sa voix douce mais vibrante d'une force intérieure. « Parfois, les gens jugent sans connaître, à cause de ce qu'ils voient, nos vêtements, notre apparence, mais ce qu'ils ont fait n'est pas juste et nous allons nous battre pour que ça change. » Élise serra Camille contre elle, sentant son petit corps frissonner sous le poids de l'injustice. Elle venait de raccrocher avec Sophie, son amie avocate spécialisée dans les droits civiques, qui avait écouté l'histoire avec une indignation croissante. Sophie,
connu pour son tempérament de feu et son engagement sans faille, avait promis de se rendre à l'aéroport immédiatement et de contacter son réseau pour organiser une réponse. « Élise, c'est inacceptable », avait-elle dit au téléphone, sa voix résonnant d'une colère professionnelle. « Je vais appeler des collègues et des contacts dans les médias. Cette compagnie aérienne va devoir répondre de ses actes. » Élise, toujours assise avec Camille, sentit une lueur d'espoir naître au milieu de sa frustration. Elle savait que Sophie, avec son expérience et sa détermination, serait une alliée redoutable. Mais pour l'instant, son attention était entièrement tournée vers Camille, qui semblait perdue dans un tourbillon d'émotions. « On va voir maman bientôt, n'est-ce pas ?» demanda Camille, levant les yeux vers sa tante, cherchant un ancrage dans cette tempête. Élise sourit, malgré la colère qui bouillonnait en elle. « Oui, ma puce, et on va s'assurer que personne d'autre ne vive ce que nous venons de vivre. » Pendant ce temps, dans l'avion qui décollait sans elle, Lucas, l'étudiante en journalisme, était penché sur son téléphone, ses doigts tapant frénétiquement. La vidéo qu'il avait filmée, capturant la confrontation brutale entre Claire, l'hôtesse de l'air, et Camille, était déjà en cours de téléchargement sur les réseaux sociaux. Il rédigea un message bref, mais percutant. « Ce que j'ai vu aujourd'hui est scandaleux. Une petite fille et sa tante ont été expulsées d'un vol sans raison, juste à cause de préjugés. Partagez pour que justice soit faite. Justice pour Camille. » À côté de lui, Amina, la blogueuse voyage, écrivait un article sur son téléphone, ses doigts dansant sur l'écran avec une rapidité impressionnante. « J'ai été témoin d'une injustice flagrante aujourd'hui, » commença-t-elle, ses mots empreints d'une colère contenue mais puissante. Une enfant de 10 ans, Camille, et sa tante Élise ont été humiliées et expulsées d'un vol pour Nice, simplement à cause de leur apparence. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce genre de discrimination. Amina, qui avait elle-même vécu des expériences de jugement hâtif lors de ses voyages à cause de son foulard coloré et de ses origines maghrébines, ressentait une connexion profonde avec l'histoire de Camille. Elle ajouta un lien vers la vidéo de Lucas et publia son article sur son blog, Voyages en couleur, qui comptait des milliers d'abonnés. En quelques minutes, la vidéo et l'article commencèrent à circuler, partagés par des followers indignés, puis par des inconnus touchés par l'histoire. Les hashtags #Justice pour Camille et #Stop Discrimination dans les avions S commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux, accompagnés de commentaires furieux et de messages de soutien. « C'est honteux !» écrivait un utilisateur. « Comment peut-on traiter une enfant ainsi ?» ajoutait un autre. En l'espace d'une heure, la vidéo avait été vue des milliers de fois, et l'indignation publique prenait une ampleur inattendue. À l'aéroport, Élise et Camille attendaient toujours dans la salle d'embarquement, entourées par le bourdonnement des voyageurs et les annonces monotones. Élise, son téléphone à la main, reçut un message de Sophie. « J'arrive dans 30 minutes. J'ai contacté un ami journaliste au Monde et une association de défense des droits civiques. On va faire du bruit. » Élise sentit une bouffée d'espoir, mais aussi une responsabilité croissante. Ce n'était plus seulement leur histoire. C'était celle de tous ceux qui avaient été jugés injustement à cause de leur apparence ou de leur origine. Elle se tourna vers Camille, qui feuilletait distraitement son livre, Les aventures de Zora, qu'elle avait finalement récupéré avant de quitter l'avion. « Camille, » dit Élise doucement, « ce qui nous est arrivé n'est pas juste, mais on va se battre pour que ça ne se reproduise plus. Tu es d'accord ?» Camille hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur de détermination nouvelle, même si la peur et la honte pesaient encore sur elle. « Oui, tante Élise, je veux qu'on aide les autres à ne pas avoir peur comme moi. » Élise sourit, émue par la force naissante de sa nièce, et lui serra la main. Pendant ce temps, à bord de l'avion, Madame Dubois, la passagère âgée assise à côté d'elle, ne pouvait se défaire de son indignation. Elle discutait à voix basse avec un autre passager, un homme d'affaires nommé Philippe, qui avait observé la scène avec un mélange de choc et de colère. « Cette hôtesse Claire était complètement hors de propos, » murmura Madame Dubois, son écharpe en soie glissant légèrement sur son épaule. « Cette petite fille ne faisait rien de mal. » Philippe, un homme en costume gris, hocha la tête.
J'ai voyagé sur des centaines de vols, et je n'ai jamais vu une telle injustice. J'ai des contacts dans l'industrie aéronautique. Je vais en parler. Madame Dubois, encouragée par cette solidarité spontanée, décida d'écrire une lettre à la compagnie aérienne dès son arrivée à Nice, décrivant l'incident avec précision et exigeant des excuses. Elle ne savait pas encore que l'histoire de Camille et Élise était en train de devenir virale, portée par la vidéo de Lucas et l'article d'Amina. À l'aéroport, Sophie arriva enfin, son tailleur noir impeccablement coupé, contrastant avec l'éclat de ses boucles d'oreilles en argent, une touche d'élégance parisienne qui ne masquait pas son énergie combative. Elle serra Élise dans ses bras, puis s'agenouilla pour parler à Camille. « Bonjour Camille, je m'appelle Sophie, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Ce qui vous est arrivé n'est pas acceptable, et je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Tu es d'accord pour qu'on se batte ensemble ?» Camille, intimidée mais touchée par la gentillesse de Sophie, hocha la tête. « Oui, je veux qu'on dise la vérité, » murmura-t-elle. Sophie se redressa, échangeant un regard déterminé avec Élise. « J'ai déjà contacté une association, Égalité pour tous, et un journaliste qui veut couvrir l'histoire. Mais d'abord, on va exiger des explications de la compagnie aérienne. » Élise acquiesça, sentant que leur combat prenait une nouvelle dimension. Elle vérifia son téléphone et vit une notification. Un message d'Amina, qu'elle ne connaissait pas encore, contenant un lien vers l'article publié sur Voyages en couleur. Élise cliqua sur le lien, et son cœur s'accéléra en voyant la vidéo de Lucas, qui montrait Claire criant sur Camille, son ton autoritaire et injuste résonnant à travers l'écran. Les commentaires sous la publication étaient un torrent de soutien. « Honte à cette compagnie !»« Cette petite fille mérite des excuses. » Élise montra l'écran à Camille, qui écarquilla les yeux. « Tante Élise, tout le monde voit ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, à la fois surprise et intimidée. Élise hocha la tête, un sourire déterminé sur les lèvres. « Oui, ma chérie. Et ça veut dire qu'on n'est pas seul. Les gens sont avec nous. » À des kilomètres de là, dans les bureaux parisiens de la compagnie aérienne, l'équipe de communication était en pleine panique. La vidéo virale avait atteint des centaines de milliers de vues, et les hashtags #Justice pour Camille et #Stop Discrimination dans les avions S dominaient les tendances sur les réseaux sociaux. Les appels de journalistes et de clients indignés affluaient, et les cadres de la compagnie se réunissaient en urgence. Monsieur Lefebvre, un haut responsable des relations publiques, un homme au costume impeccablement taillé, mais au visage marqué par le stress, reçut un appel direct d'un actionnaire influent, Monsieur Martin, qui avait été alerté par un ami commun d'Élise. « Cette histoire est un désastre pour notre image, » déclara Martin, sa voix froide et autoritaire. « Faites quelque chose, et vite. » Lefebvre, conscient de l'urgence, rédigea un communiqué interne ordonnant une enquête immédiate sur l'incident et la suspension temporaire de Claire, l'hôtesse incriminée. Il contacta également Élise pour organiser une rencontre à l'aéroport, espérant désamorcer la crise avant qu'elle ne s'aggrave. De retour à l'aéroport, Monsieur Lefebvre, vêtu d'un costume sombre et arborant une expression de contrition soigneusement calculée, s'approcha d'Élise et Camille dans la salle d'attente. « Madame, mademoiselle, » commença-t-il, sa voix polie mais tendue, « je suis Monsieur Lefebvre, responsable des relations avec les clients. Au nom de la compagnie, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères pour l'incident survenu lors de votre vol. » Élise, les bras croisés, le fixa avec un regard perçant. « Des excuses, c'est un début, » répondit-elle, sa voix calme mais tranchante. « Mais ce n'est pas suffisant. Votre hôtesse nous a traités de manière injuste, et je veux savoir ce que vous comptez faire pour que cela ne se reproduise plus. » Lefebvre, déstabilisé par la fermeté d'Élise, tenta de reprendre la main. « Nous enquêtons sur l'incident, et l'hôtesse concernée a été suspendue. Nous aimerions également vous offrir, à vous et à Camille, un vol en première classe pour Nice aujourd'hui, avec tous les égards nécessaires. » Camille, qui écoutait en silence, leva les yeux vers sa tante, cherchant à comprendre. Élise secoua la tête, son expression inchangée. « Un vol en première classe ne répare pas l'humiliation que ma nièce a subie.
Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de justice. Votre compagnie doit revoir ses pratiques, car ce genre de discrimination n'est pas un incident isolé. Lefebvre, mal à l'aise, hocha la tête. Je comprends. Nous allons examiner nos politiques de formation pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Alors que Lefebvre s'éloignait, Sophie, qui avait écouté la conversation, murmura à Élise. « Ils essaient d'acheter votre silence, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je prépare une plainte pour discrimination et avec la vidéo qui circule, nous avons un dossier solide. » Élise acquiesça, sentant que leur combat prenait une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Pendant ce temps, Camille, qui feuilletait son livre pour se distraire, trouva une lettre glissée entre les pages, une note manuscrite de Madame Dubois, laissée discrètement avant leur expulsion de l'avion. « Chère Camille, disait la lettre, tu es une petite fille courageuse, et ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Continue d'être forte, comme ta super-héroïne préférée. » Camille, émue, montra la lettre à Élise qui sourit, les larmes aux yeux. « Tu vois, ma chérie, il y a des gens qui croient en toi. » À mesure que la journée avançait, l'histoire de Camille et Élise continuait de se répandre comme une traînée de poudre. Les médias traditionnels, alertés par la viralité de la vidéo, commencèrent à couvrir l'incident. Une chaîne d'information nationale diffusa un reportage intitulé « Discrimination dans les airs », l'histoire d'une fillette qui émeut la France, montrant des extraits de la vidéo de Lucas et des interviews d'experts en droit civique. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de discrimination dans les transports, transformant l'incident en un mouvement plus large. Amina, depuis son hôtel à Nice, publia un deuxième article, détaillant son propre témoignage de voyageuse confrontée à des préjugés, et appela ses lecteurs à soutenir Camille et Élise. « Cette histoire ne concerne pas seulement une petite fille, » écrivit-elle. « Elle concerne chacun de nous, et notre droit à être traité avec respect. » Les messages de soutien affluaient, certains provenant d'enfants du même âge que Camille. Une fillette nommée Lila, âgée de 9 ans, envoya un message via le blog d'Amina. « Camille, tu es comme Wonder Woman. Merci d'être courageuse. Moi aussi, je veux être forte comme toi. » Élise lut le message à Camille, dont les yeux s'illuminèrent. « Tante Élise, elle pense que je suis courageuse ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Élise hocha la tête, émue. « Oui, Camille, et elle n'est pas la seule. » Alors que la nuit tombait sur l'aéroport, Élise et Camille reçurent une nouvelle proposition de vol pour Nice, cette fois en première classe, mais Élise savait que leur combat ne se limiterait pas à un simple geste commercial. Avec Sophie à leur côté, elle préparait une action en justice qui allait ébranler non seulement la compagnie aérienne, mais aussi l'industrie tout entière. Dans les rues de Paris, des manifestations spontanées commençaient à éclore, avec des pancartes proclamant « Justice pour Camille » et « Non à la discrimination dans les airs ». Camille, tenant la main de sa tante, sentit une force nouvelle grandir en elle. Ce n'était plus seulement leur histoire, c'était celle d'une communauté entière, unie par le désir de justice et d'égalité. Alors qu'elle se préparait à embarquer pour leur nouveau vol, Élise murmura à Camille « On va se battre, ma chérie, et on va gagner, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont été traités injustement. » Camille hocha la tête, serrant son livre contre elle, prête à affronter ce qui allait suivre, portée par une vague de solidarité qui ne faisait que commencer. Dans la salle d'audience bondée du Palais de justice de Paris, l'atmosphère était lourde d'attente, comme si chaque souffle retenu par les spectateurs portait l'espoir d'une justice longtemps attendue. Camille, désormais âgée de 10 ans et demi, se tenait aux côtés de sa tante Élise, ses petits doigts serrant la main de celle-ci avec une force mêlée de nervosité et de détermination. Ses grands yeux, autrefois voilés de larmes et de honte dans l'avion, brillaient maintenant d'une lueur nouvelle, celle d'une enfant qui avait découvert sa propre force. Vêtue d'une robe bleu marine soigneusement choisie par Élise, elle semblait presque trop petite pour le poids symbolique qu'elle portait, mais son regard déterminé racontait une autre histoire. Élise, élégante dans un tailleur noir sobre mais impeccablement coupé,
incarnait une assurance tranquille, celle d'une femme prête à affronter un système pour défendre non seulement sa nièce, mais aussi tous ceux qui avaient souffert d'injustices similaires. Dehors, une foule de supporters s'était rassemblée, brandissant des pancartes aux slogans vibrants. Justice pour Camille et égalité dans les airs. Les caméras des journalistes, alignées comme des sentinelles, capturaient chaque instant, tandis que les flashs illuminaient l'entrée du tribunal, transformant l'arrivée de Camille et Élise en un moment d'histoire. À l'intérieur, l'équipe juridique dirigée par Sophie, l'amie avocate d'Élise, était prête à présenter un dossier accablant, construit autour de la vidéo virale de Lucas, des témoignages de passagers comme Madame Dubois, et de l'élan de solidarité qui avait enflammé les réseaux sociaux. Camille, sentant tous les regards posés sur elle, serra plus fort la main d'Élise, mais un sourire discret de sa tante lui rappela qu'elle n'était pas seule. Ce combat, commencé dans l'humiliation d'une expulsion injuste, était devenu celui d'une communauté entière, un cri pour la justice et l'égalité dans une société où l'apparence ne devrait jamais dicter le traitement d'une personne. Le procès débuta dans un silence solennel, rompu seulement par le bruissement des dossiers et le murmure discret des spectateurs. Sophie, debout face à la cour, commença son plaidoyer avec une autorité calme mais implacable. « Mesdames et messieurs, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire d'une fillette et de sa tante injustement expulsées d'un vol. C'est l'histoire d'un système qui permet à des préjugés de dicter le traitement des passagers en raison de leur apparence, de leurs vêtements ou de la couleur de leur peau. » Elle fit un geste vers l'écran installé dans la salle, où la vidéo de Lucas fut projetée. Les images étaient implacables. Claire, l'hôtesse de l'air, criant sur Camille, une enfant de 10 ans, pour avoir tenté de prendre un livre dans son sac, son ton autoritaire et dénué de compassion résonnant dans le silence de la cabine. Les murmures des spectateurs s'intensifièrent, certains secouant la tête, d'autres prenant des notes frénétiquement. Camille, assise à côté d'Élise, fixait l'écran, revivant l'humiliation de ce moment. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle sentit une force nouvelle en elle, nourrie par les messages de soutien qui avaient afflué des 4 coins de la France, et même au-delà. La vidéo terminée, Sophie appela Madame Dubois à la barre. La vieille dame, toujours élégante avec son écharpe en soie, s'avança avec une démarche assurée malgré son âge. « J'étais assise à côté de Camille et de sa tante, » déclara-t-elle, sa voix claire et ferme. « Cet enfant n'a rien fait de mal. Elle voulait simplement prendre son livre avant le décollage. L'hôtesse, Claire, a réagi de manière excessive et injuste, sans aucune raison valable. » Son témoignage empreint de sincérité fit hocher la tête à plusieurs jurés. Lucas, appelé à son tour, raconta comment il avait filmé la scène, poussé par un sentiment d'indignation. « Je ne pouvais pas rester silencieux, » dit-il, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Ce que j'ai vu était une injustice flagrante, et je savais que le monde devait le voir aussi. » Et l'équipe juridique de la compagnie aérienne tenta de défendre les actions de Claire, arguant qu'elle suivait le protocole de sécurité et qu'elle avait agi dans l'intérêt des passagers. Mais Sophie, avec une précision chirurgicale, démonta leurs arguments. Si c'était une question de sécurité, pourquoi n'a-t-elle pas réagi de la même manière avec d'autres passagers qui ajustaient leurs affaires? Demanda-t-elle, pointant du doigt les incohérences dans le témoignage de Claire. Cette dernière, appelée à la barre, sembla mal à l'aise, ses réponses évasives et son ton défensif contrastant avec l'assurance qu'elle avait affichée dans l'avion. « J'ai pensé qu'elle causait une perturbation, » murmura-t-elle, évitant le regard de Camille. Mais les preuves étaient accablantes, et la salle entière sentait que la vérité penchait en faveur de Camille et Élise. Amina, la blogueuse voyage, fut également appelée comme témoin. Elle raconta comment elle avait été touchée par l'histoire de Camille, ayant elle-même subi des jugements similaires lors de ses voyages. « Ce n'est pas un incident isolé, » déclara-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « C'est un problème systémique, et il est temps que les compagnies aériennes en prennent la responsabilité. » Chaque témoignage renforçait le dossier, transformant l'incident en un symbole d'une lutte plus large contre la discrimination dans les services publics.
Pendant les pauses du procès, Camille et Élise recevaient des messages de soutien de plus en plus nombreux. Une lettre, écrite à la main par Lila, la fillette de 9 ans qui avait contacté Amina, toucha particulièrement Camille. « Chère Camille, » écrivait Lila, « tu es ma héroïne. Grâce à toi, je sais que je peux être courageuse, même si je suis petite. Un jour, je veux devenir pilote pour montrer qu'on peut tous voler haut. » Camille, lisant la lettre dans le couloir du tribunal, sentit des larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté. « Tante Élise, elle veut être pilote à cause de moi, » murmura-t-elle, un sourire timide illuminant son visage. Élise, émue, serra sa nièce contre elle. « Tu inspires déjà les autres, ma chérie, et ce n'est que le début. » Sophie, qui les rejoignit à cet instant, ajouta avec un sourire. « Camille, tu es en train de changer le monde, pas à pas. » Ces mots résonnèrent un temps Camille, qui commença à comprendre l'ampleur de leur combat. Elle n'était plus seulement une petite fille humiliée dans un avion. Elle était devenue une voix pour ceux qui n'avaient pas la chance de se faire entendre. Après plusieurs jours d'audience, le moment du verdict arriva. La salle était silencieuse, l'air chargé d'une tension palpable. Le juge, une femme aux lunettes sévères mais au regard juste, prit la parole. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, déclara-t-elle, la Cour conclut que la compagnie aérienne est responsable d'un traitement discriminatoire à l'encontre de Camille et Élise. Nous ordonnons une compensation financière, une révision complète des politiques de formation du personnel et une excuse publique officielle. Un murmure d'approbation parcourut la salle, suivi d'une explosion d'applaudissements lorsque le juge ajouta « De plus, la compagnie devra mettre en place un programme de formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tous ses employés. » Camille, incrédule, se tourna vers Élise, ses yeux écarquillés. « Tante Élise, on a gagné ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'excitation. Élise, les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. « Oui, ma puce, on a gagné pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui méritent d'être traités avec respect. » Sophie, rayonnante, ajouta « C'est une victoire pour la justice, mais le travail ne s'arrête pas ici. » En quittant le tribunal, Camille et Élise furent accueillis par une foule en liesse. Les pancartes s'agitaient et les cris de « Justice pour Camille !» résonnaient dans l'air frais de Paris. Les journalistes se pressèrent autour d'elle, leurs micros tendus comme des offrandes. Élise, prenant la parole avec une dignité calme, déclara « Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement gagné pour nous. Nous avons gagné pour tous ceux qui ont été jugés injustement à cause de leur apparence ou de leur origine. Ce n'est qu'un début, mais nous continuerons à nous battre pour un monde plus équitable. » Camille, encouragée par le regard fier de sa tante, s'avança timidement vers un micro. « Je veux dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, » dit-elle, sa voix claire malgré sa timidité. « J'ai appris qu'on a tous le droit d'être respectés, peu importe qui on est. » Ces mots, simples mais puissants, déclenchèrent une nouvelle vague d'applaudissements. Lucas, présent dans la foule, filmait la scène, ses yeux brillants de fierté. Amina, à ses côtés, tweeta en direct « Camille, une héroïne de 10 ans, vient de changer l'histoire. Justice pour Camille. » Dans les semaines qui suivirent, la victoire de Camille et Élise eut un impact retentissant. La compagnie aérienne, sous la pression publique et médiatique, publia une excuse officielle, diffusée sur les réseaux sociaux et dans les grands journaux. Elle annonça également la création d'un programme de bourse pour les jeunes issus de minorités souhaitant travailler dans l'aviation, une idée proposée par Sophie lors des négociations post-procès. Élise, devenue une figure incontournable dans les discussions sur les droits civiques, fut invitée à parler lors de conférences et d'émissions télévisées, où elle plaidait pour des réformes systémiques dans l'industrie aérienne. Camille, de son côté, grandit en confiance. Lors d'un événement organisé par une association de jeunesse à Nice, elle monta sur scène pour partager son histoire devant des centaines d'élèves. « J'avais peur au début, » dit-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. « Mais j'ai appris qu'on peut être courageux, même si on est petit. Si quelque chose n'est pas juste, il faut le dire. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, et Camille sentit une chaleur envahir son cœur.
Lila, la fillette qui lui avait écrit, était dans le public, ses yeux brillants d'admiration. Après l'événement, elle s'approcha de Camille et lui tendit un dessin d'un avion piloté par une petite fille en costume de super-héroïne. « C'est toi, » murmura Lila. Camille, émue, serra la fillette dans ses bras. « Toi aussi, tu peux être une héroïne, » répondit-elle. L'impact du procès ne se limita pas à l'industrie aérienne. D'autres secteurs, inspirés par l'histoire de Camille et Élise, commencèrent à revoir leur politique pour promouvoir l'inclusion et lutter contre la discrimination. Des programmes de formation anti-discrimination furent mis en place dans les transports publics, les hôtels et même les écoles. Élise, travaillant avec Sophie et d'autres activistes, devint une voix respectée dans le mouvement pour l'égalité, tandis que Camille, désormais confiante, continuait d'inspirer les jeunes générations. Lors de leur vol de retour à Paris, Camille s'assit à nouveau près du hublot, regardant les nuages défiler comme des rêves. Élise, à ses côtés, lui demanda doucement « Comment te sens-tu, ma chérie ?» Camille sourit, ses yeux pétillants d'une assurance nouvelle. « Je me sens forte, tante Élise, et je sais qu'on a fait quelque chose d'important. » Élise serra sa main, le cœur gonflé de fierté. Leur histoire, née d'une injustice à 30 000 pieds, était devenue un symbole de courage et de changement, prouvant que même les voix les plus petites peuvent faire trembler les systèmes les plus grands. L'histoire de Camille et Élise, dans une injustice à 30 000 pieds, est bien plus qu'un simple récit d'un incident dans un avion. C'est une parabole moderne sur la résilience, la solidarité et le pouvoir de la voix individuelle face à l'injustice. Enracinée dans une sensibilité française où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité résonnent profondément, cette histoire touche des cordes universelles tout en reflétant la manière dont la société française contemporaine aborde les questions de discrimination et de justice sociale. À travers les épreuves de Camille, une fillette de 10 ans confrontée à l'humiliation, et d'Élise, sa tante déterminée à se battre pour leurs droits, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres responsabilités face aux préjugés et à tirer des leçons applicables dans notre quotidien. D'abord, l'histoire met en lumière la douleur silencieuse des jugements hâtifs. Camille, avec son t-shirt de super-héroïne et ses baskets usées, est immédiatement cataloguée par Claire, l'hôtesse de l'air, comme une potentielle source de trouble, non pas à cause de ses actions, mais à cause de son apparence. Ce moment, si cruel dans sa simplicité, rappelle une vérité universelle. Les préjugés basés sur l'apparence, qu'il s'agisse de vêtements, de couleur de peau ou d'origine sociale, sont profondément enracinés dans nos sociétés, même dans un pays comme la France, où l'égalité est un pilier républicain. La leçon ici est claire. Nous devons nous efforcer de voir au-delà des apparences. Dans nos vies quotidiennes, cela signifie prendre le temps de comprendre les autres avant de porter un jugement, que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos interactions sociales. Par exemple, au lieu de supposer qu'une personne est moins compétente ou moins digne de respect en raison de son style vestimentaire ou de son accent, nous pouvons choisir d'écouter, de poser des questions et de reconnaître la richesse de la diversité. Cette approche, bien ancrée dans l'esprit français de dialogue et de débat, peut transformer nos relations et créer des espaces plus inclusifs. Ensuite, l'histoire illustre le pouvoir transformateur de la solidarité. La vidéo de Lucas, l'article d'Amina, les témoignages de Madame Dubois et les manifestations spontanées montrent comment des individus unis par un sentiment commun d'injustice peuvent amplifier une cause. En France, où les mouvements sociaux et les manifestations sont une tradition forte, cette solidarité collective rappelle l'importance de ne pas rester passif face à l'injustice. Appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne signifie agir lorsque nous sommes témoins de discrimination, même dans des contextes apparemment anodins. Par exemple, si nous voyons une personne être maltraitée dans un magasin ou dans les transports publics, nous pouvons intervenir, que ce soit en posant une question, en offrant du soutien ou en signalant l'incident. Comme Lucas, qui a filmé l'incident, ou Amina, qui a utilisé son blog pour sensibiliser, chacun de nous dispose d'outils, un smartphone, une conversation, un réseau, pour faire entendre la vérité. Cette idée résonne avec l'esprit français de l'engagement citoyen, où chaque voix compte dans la construction d'une société plus juste.
Enfin, l'évolution de Camille, d'une fillette timide et humiliée à une voix confiante lors du procès, est une leçon sur la force intérieure et le courage. Malgré son jeune âge, Camille apprend qu'elle a le droit de se défendre et d'exiger le respect. Cette transformation reflète une valeur chère à la culture française. L'idée que l'individu, même le plus jeune, peut jouer un rôle dans le changement social. Pour nous, cela signifie reconnaître notre propre pouvoir, même lorsque nous nous sentons petits ou insignifiants. Dans nos vies, cela peut se traduire par le courage de parler contre une injustice au travail, de défendre un collègue marginalisé, ou même de s'exprimer dans des discussions familiales sur des sujets sensibles comme la diversité. Camille nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour être courageux, une idée qui trouve écho dans les récits de héros du quotidien en France, des résistants historiques aux activistes modernes. Si l'histoire de Camille et Élise vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour amplifier leur message. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants sur le courage et la justice. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire vous a appris ou comment vous luttez contre l'injustice dans votre quotidien. Ensemble, continuons à faire entendre les voix de ceux qui se battent pour l'égalité.